Cette volonté d'être en dehors du jeu politique formel ne pouvait que laisser de grands espaces à d'autres acteurs, notamment le parti du pouvoir et la police, respectivement colonne vertébrale et bras droit du système Moubarak. Or, les dernières années ont consacré à un changement structurel du PND et une aggravation des pratiques policières. Ces évolutions ne jouissaient certainement pas de la bienveillance des autorités militaires. Le PND, qui était avant tout un réseau de clientèle assez dense, qui avait une capacité considérable à intégrer les notables locaux qui exerçaient des fonctions d'intercesseurs entre la base et le sommet. Cette fonction traditionnelle a été perdue et a été remise en cause par la montée en son sein d'un nouveau courant, dit de la jeune garde, autour de Gamal Moubarak et avec son groupe d'amis, son clan d'amis qui étaient des businessmen véreux et autres types mafieux, un peu comme la belle famille Ben Ali, la famille Trabelsi. Autour de Moubarak fils, donc cette équipe affairiste, idéologiquement très néolibérale, s'est construite et a renforcé ses positions au sein de l'appareil de parti, mais aussi au sein de l'appareil d'État, où on retrouvait de nombreux ministres proches de Gamal Moubarak et qui étaient très engagés dans une refonte du système économique. Ces réformes néolibérales centrées sur le désengagement de l'État ont eu un rôle important dans l'explosion d'une vague de mouvements sociaux d'une ampleur considérable. Alors là, ça semble très mécanique et très schématique, mais bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais ça a eu un impact très important dans une vague de mouvements sociaux depuis 2005-2006 qui a été considérable en Égypte. Alors là, je vais essayer de revenir sur les trajectoires protestataires préexistantes à ce qu'on trouve maintenant, parce qu'il est très important pour comprendre la manière dont s'est construite la mobilisation actuelle, de voir qu'il existait quelque chose avant, que ça ne vient pas de nulle part. Comme disait Mounia Benani ce matin, qu'il n'y a pas d'immaculée conception, voilà, que ce n'est pas la jeunesse des politisiers purs qui fait tout. Comme je l'ai évoqué avant, le renouveau des actions protestataires en Égypte gravite autour de la constellation Kefaya. Dans le sillage de ce groupe hétérogène d'intellectuels, d'opposants politiques et de défenseurs des droits humains, une kyrielle de groupuscules de jeunes se forme et ceux-ci voient dans l'action de leurs aînés une trop forte dépendance envers le système et une tendance marquée pour l'autolimitation dans leur mode d'action. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont acquis, certains ont subi la répression des années 70 et donc ils ont une tendance à être un peu plus, disons, on va discuter, on fait des actions mais après on voit ce qu'on peut faire. Le mouvement Kefaya appelle à une réforme du système à la veille des élections de 2005. Il souhaite que Moubarak ne se représente pas aux élections et qu'il n'enclenche pas un processus de transmission héréditaire de la présidence. Tout au long des années 2004-2005, de nombreuses actions protestataires, manifestations et sit-ins sont organisées, principalement dans le centre-ville du Caire. Le mouvement se fait connaître rapidement du fait de la nouveauté de ce type d'action dans l'espace égyptien. En mai 2005, un référendum portant sur la réforme des articles dans la Constitution qui organise les modalités d'élection du président de la République est tenu. Et la réforme qui passe à plus de 80% prévoit la tenue des premières élections présidentielles pluralistes de l'histoire d'Égypte, où Moubarak est réélu sans problème à plus de 90%, 88% si je me souviens, 88%, et referme par la suite cette court épisode de libéralisation, sachant que les Américains au même moment s'enlisent un peu en Irak et donc disent bon finalement les libertés on peut s'en passer, et donc laisse un peu libre cours aux pratiques policières et au verrouillage du système politique. La même période coïncide avec un développement rapide dans le secteur des technologies de la communication. Internet est investi par les militants et activistes dans les espaces publics d'expression, parce que leurs espaces publics d'expression sont restreints. Et la blogosphère militante, qu'elle soit libérale, gauchiste ou islamiste, se structure peu à peu et certains blogs prennent de l'ampleur. Par la suite, l'arrestation de blogueurs fait passer ces derniers du statut de simple internaute au leader d'opinion, voire d'opposants politiques. Et par exemple, c'est le cas du blogueur Wael Abès qui va publier des vidéos et des images de torture dans les commissariats égyptiennes qui seront reprises par les médias internationaux et par les organismes de défense des droits de l'homme. Parallèlement à ce militantisme en ligne, les jeunesses militantes, socialisées pendant les mobilisations pour la Palestine et pour l'Irak, et ayant fait un apprentissage concret des modes d'action dans les manifs, les sit-ins et en apprenant à gérer les forces de l'ordre pendant les mobilisations de Kefaya, tentent de former de nouveaux groupes politiques qui soient assez indépendants de leurs aînés. Donc on assiste à la création des Jeunes pour le changement, qui est la section jeune de Kefaya, qui n'aura pas une longue durée dans le temps, mais dont plusieurs membres sont aujourd'hui vraiment à la tête de la mobilisation des jeunes. Ce mouvement, malgré sa durée de vie assez courte, sera une expérience fondamentale et on retrouve aujourd'hui, je pense, quasiment 3 ou 4 sur les 14 qui forment la coalition des jeunes de la Révolution. Alors j'explique rapidement ce que c'est. C'est un rassemblement ad hoc
censé représenter les jeunes de la place Tahrir, où on retrouve un ou deux représentants de tous les mouvements de jeunesse ayant appelé à la mobilisation du 25 janvier. Ils sont aujourd'hui au nombre de 14, si je ne me trompe pas. Mais il y a eu ça a changé selon... Il y a eu plusieurs chiffres différents. Le dilemme de ces jeunes militants, à travers toutes leurs initiatives, reste le même. Comment est-ce qu'on crée une action politique qui ait un impact en faisant en sorte que celle-ci dépasse le seul milieu militant des 150-200 personnes du centre-ville du Caire? En effet, l'expérience de Kefaya, malgré son intérêt, a été minée par l'absence des foules. Une mobilisation type du mouvement rassemblait rarement plus de 200 personnes, parfois guère plus qu'une cinquantaine, autour desquelles il y avait 500 personnes des forces de l'ordre qui bloquaient totalement la rue. Et donc, voilà, c'était assez stérile puisque personne ne pouvait s'arrêter à regarder et les médias étaient interdits de filmer. Donc voilà, on en restait là. T'es content maintenant? Voilà, donc... Alors, je passe rapidement sur les protestations sociales parce que je voulais quand même traiter le passage à l'action. À ce moment-là, je vais le faire sans lire, ça va aller peut-être encore plus vite. Au même moment, entre 2005 et 2010, on assiste à une explosion des mouvements sociaux dans toutes les grandes industries, toutes les grandes usines, notamment les usines de textiles, par exemple dans les villes de Mahalla al-Kubra dans le Delta ou les villes de Kafr al-Dawar dans le Delta. Et là, c'est des protestations que l'État a beaucoup de mal à gérer parce que quand on a 50 personnes, les arrêter, c'est relativement facile. Quand on a 20 000 personnes et que c'est une des plus grandes industries du pays et qu'on perd de l'argent parce qu'ils ne travaillent pas, eh bien, on est obligé de répondre aux revendications. Ce qui a été fait, et dès qu'une industrie a eu une réponse à une revendication, toutes les autres industries s'y ont mises. Et du coup, puisque ça marche, on essaye d'en faire plus. Et donc, ça a été vraiment un des plus gros problèmes. On a eu une moyenne de 1 grève par jour en 2007 et ça n'a cessé d'augmenter. Et donc, les élites, une certaine partie des élites politiques avaient pour objectif d'essayer de faire coïncider ces cycles de mobilisation sociale ou ces cycles de mouvements sociaux avec des cycles de mobilisation politique. Ça a donné une tentative de mobilisation le 6 avril 2008 qui a été née sur Internet, mais sur laquelle je ne reviens pas, pour passer à une dernière partie que je vais faire en 5 minutes, que je commence à compter à partir de maintenant. Dans les premiers jours de la mobilisation, donc, on établit ce consensus. Les manifestations égyptiennes sont spontanées, afawiyya, et étaient l'œuvre de la jeunesse dépolitisée. Alors, le constat n'est pas totalement erroné. Il y a des gens, en effet, qui n'ont pas fait de politique avant, mais il est lu d'un fait majeur concernant les origines de la mobilisation. L'Égypte connaissait donc depuis quelques années ce renouveau de l'action protestataire, et la révolution du 25 janvier s'inscrit dans cette pluralité de trajectoires contestataires. La conjonction d'un contexte ponctuel favorable et la présence d'un savoir-faire protestataire accumulé et affiné au fil des années ont permis le passage de la révolte localisée à un mouvement global et désectorisé. Pourtant, cette nouvelle culture de la contestation semblait se limiter à certaines franges de la population, et c'est à la faveur d'une accélération de cette temporalité, notamment entre février 2010 et aujourd'hui, qu'on assiste vraiment qu'on peut observer cette évolution de manière très rapide. Ça commence avec le retour de Mohamed El-Baradei, donc ancien patron de l'Agence internationale d'énergie atomique à l'ONU et prix Nobel de la paix, et qui dit clairement qu'il veut rentrer en Égypte pour participer à la réforme et à passer à une démocratie en Égypte. Il arrive autour de lui à créer une grande plateforme avec toutes les partis d'opposition, tous les mouvements, et arrive à agréger autour de lui toute cette mobilisation. Ensuite, on peut déceler 4 événements majeurs. Le premier, c'est la mort du jeune Khaled Saïd, qui est un jeune alexandrin torturé et tué par 2 policiers en pleine rue en juin 2010 et qui donne naissance au groupe Nous sommes tous Khaled Saïd, qui aujourd'hui regroupe 1 million de personnes, donc si on enlève les Marocains et les gens du service de sécurité égyptien, donc qui doivent être la moitié, mais donc on va dire 500 000 personnes. Et par la suite, les élections législatives de novembre, qui sont parmi les plus frauduleuses depuis qu'on a pu connaître, donc qui sont en novembre 2010. Enfin, janvier 2010, très important et très rapide. Le 1er janvier, l'attentat d'une église à Alexandrie qui donne suite à de grandes manifestations de solidarité, mais aussi de grands affrontements avec les forces de l'ordre, où les forces de l'ordre, pour la première fois, courent, s'échappent à certains moments. Donc pour la première fois, on se dit, mais ils ne sont pas si forts que ça. Et évidemment l'événement tunisien, qui est très important dans ce qui s'est passé, parce que les événements tunisiens jouent un rôle de catalyseur. Lorsque Ben Ali, un des dirigeants les plus autoritaires de la région, tombe le 14 janvier, les activistes égyptiens étaient en train d'organiser une simple manifestation contre la torture prévue le 25 janvier, qui est la date de la fête de la police. Alors, on a une fête de la police. Oui. En quelques jours, le groupe Facebook se retrouve en pleine effervescence. Pourquoi pas chez nous aussi, se demandent les internautes, et la journée du 25 passe du statut de manifestation au statut de « on va aller faire la révolution le 25 janvier ».
Il ne faut pas voir dans mon usage du terme catalyseur une quelconque explication mécanique ou purement causale. Ce à quoi on a affaire est surtout un bouleversement radical dans la perception des acteurs de ce qui était faisable, un élargissement inouï du champ des possibles, et alors que pour les militants, une action de telle ampleur semblait impossible dans les semaines et les mois qui précèdent, ce que j'avais pu voir dans des entretiens, l'événement tunisien bouleverse le contexte, et comme le souligne Hervé Reiner, pour comprendre le ressort des mobilisations, il faut prendre en compte le contexte qui prend en considération, le contexte qu'on prend en considération résulte grandement de ce que perçoivent et font les acteurs, et la façon dont ils perçoivent, à tort ou à raison, ce qui leur semble possible ou impossible de faire, pèse énormément à son tour sur leur pratique et en retour sur le contexte. Ma dernière partie, très rapide, sur le moment révolutionnaire du 25 au 28 janvier, juste ce petit épisode court que je vais essayer de raconter. Le laps de temps qui s'écoule entre la fuite du président Ben Ali le 14 janvier et le 25 janvier connaît une série d'événements importants. Tout d'abord, on a plusieurs cas d'immolation par le feu devant le Parlement qui amènent les autorités à interdire la vente libre d'essence. Donc pour acheter de l'essence, il faut avoir sa voiture, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut que ça passe directement dans le tank à essence, on ne peut pas en prendre pour nous-mêmes. C'est là effectivement un transfert de mode d'action venant de la Tunisie. Ensuite, de grandes vagues d'arrestations sont initiées contre certains activistes, mais surtout dans les rangs des frères musulmans. Enfin, le gouvernement annonce quelques réformes cosmétiques, maintien de subventions sur les matières premières, etc. Tous ces éléments étant perçus comme des concessions du régime et donc interprétés comme des signes patents de faiblesse du régime. Le groupe ayant appelé à la manifestation « Nous sommes tous Khaled Saïd » joue un rôle considérable dans la mobilisation des troupes et leurs organisations. On donne des slogans unifiés qui sont diffusés sur la page Facebook du groupe. On diffuse aussi les lieux de rassemblement pour s'organiser et arriver. Il y a un lieu, le 21e lieu, qu'on n'annonce pas sur Facebook, donc pour pouvoir déjouer les forces de l'ordre qui seraient présentes aux 20 premiers lieux. Et l'objectif, c'est arriver à Tahrir et prendre la place Tahrir. Donc, ce dernier point, parce qu'il me semble important, c'est que oui, c'est pas grave. Alors, on peut supposer que les premières cohortes de personnes mobilisées le font pousser par un engagement personnel. Une fois celles-ci présentes, elles arrivent à mobiliser de nombreux réseaux de connaissances préexistants qui, à leur tour, se mobilisent. Donc, je vous cite un extrait d'entretien très rapide où je pose la question « Pourquoi tu es allé manifester ?» Il me fait « Moi, je voulais pas vraiment y aller. En général, ça me dit rien, ce genre de truc. Mais le 25 au soir, tu as des mecs que j'aime bien, des amis du quartier, quoi. Ils sont revenus de Tahrir avec les habits déchirés, des bleus partout, etc. » Et puis ces mecs, ils sont plus jeunes que moi, tu vois. J'étais un peu leur modèle dans le quartier, et donc j'ai eu honte de moi. Puis après tout, taper sur des flics, ça me parlait bien, plutôt que d'aller juste pour les slogans qui ne servent à rien. Du coup, j'ai appelé mes potes pour qu'on y aille ensemble dès mercredi. Ce parcours se retrouve dans de nombreuses conversations informelles que j'ai pu avoir avec des manifestants. Il peut différer sur les détails, mais l'idée reste la même. Autour des premières personnes mobilisées, des réseaux se mobilisent, et plus le nombre de personnes augmente, plus les réseaux les entourant s'élargissent. Bon, j'aurais d'autres trucs à dire, mais on va dire que c'est...